conférence autour de ce texte que j'ai trouvé. Alors, c'est une version, une traduction française libre de droit que j'ai trouvée sur Internet. Et donc, je vous propose de traverser ensemble ce texte. Vous allez voir pourquoi il est important à mes yeux. En fait, tout est parti du thème de la fête de la philo. De quelle vérité la poésie et la philosophie sont-elles capables? Et donc je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas eu des philosophes poètes? Et oui, il y a eu des philosophes poètes. Il y a parfois dans certaines poésies des aspirations métaphysiques, ça c'est assez clair, mais il y a aussi parfois chez des philosophes voilà, un style qui est assez proche de la poésie. Le plus connu, le plus proche de nous peut-être, ça peut être, je sais pas, Nietzsche. Nietzsche parfois, voilà, Ainsi parlait Zarathustra ressemble à une œuvre de poésie, est une œuvre de poésie. Gaston Bachelard a écrit sur la poésie en ayant un style poétique lui-même, voilà. Et puis, alors que je réfléchissais à ça, je me suis rappelé que finalement, au tout début, à l'origine de la philosophie, il se trouve, mais est-ce vraiment un hasard, une coïncidence? Il se trouve que l'une des premières œuvres de philosophie, l'un des premiers auteurs à être classé parmi les philosophes, avait écrit un livre qu'on appelle tout simplement le poème. Et donc je me suis rappelé que le premier livre constitué en tant que tel dans l'histoire de la philosophie s'appelle le poème. C'est quand même intéressant pour notre thème. Hein, ça ne s'appelle pas un traité, ça ne s'appelle pas un essai. Non, il n'y a rien qui s'appelle essai avant Montaigne. Ça ne s'appelle pas voilà, un dialogue. Non, et puis ça ne s'appelle même pas un poème. Le poème. Quel titre extraordinaire. Alors, manque de chance, maintenant il est pris. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir, moi, ce titre. Donc, qu'est-ce que tu écris? J'écris le poème. Ah, c'est toi? Eh ouais, c'est moi. Donc, la vérité, hein. Je me suis dit ça. Comment ça se fait que ce premier livre de l'histoire de la philosophie s'appelle le... Alors, vous allez me dire, évidemment, est-ce que c'est vraiment le premier livre? Il n'y a personne qui a écrit avant lui, il n'y a personne qui a pensé avant lui. Si, il y a eu des choses avant, je vais vous dire un peu ce qu'il y a eu avant, mais il n'y a jamais eu cette espèce d'unité, d'entité d'un écrit qui constitue en lui-même, en fait, si vous voulez, un seul ouvrage. Et quand on a réalisé ça, il se trouve qu'on l'a appelé le poème. Le titre n'est peut-être pas de Parménide. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous parler de cet ouvrage de philosophie immensément prestigieux et immensément mystérieux, le poème de Parménide. En fait, je vais vous faire vivre cet après-midi une expérience extraordinaire. Nous allons lire l'œuvre dans son intégralité, 160 vers de poésie. C'est de la poésie d'abord. Et vous allez voir qu'en traversant la poésie, au bout d'un moment, ça va devenir de la philosophie. Et pourquoi ça va devenir de la philosophie? Parce que justement, cette poésie porte en elle une thématique pour la première fois dans l'histoire de la philosophie. Une thématique, et cette thématique, c'est quoi? De quoi nous parle ce poème? De la vérité. Donc quand je fais de la poésie et que je veux parler de vérité, il se passe une sorte d'alchimie. La poésie va se muer en philosophie. Et on va peut-être, c'est mon hypothèse, assister sous nos yeux, au moment de la lecture, à la naissance de la philosophie. Sommes-nous face à la première œuvre de philosophie? C'est mon hypothèse. Pour répondre à cette question, je vous propose de répondre à 3 questions, comme ça fera un peu les 3 temps de mon propos. Dans un premier temps, je vais me demander, je vais vous présenter quelle était la philosophie de Parménide. Qu'est-ce qu'il pense Parménide? Quelle est sa conception du monde, de la vie, de l'existence, de la connaissance que nous pouvons avoir du monde, de l'être humain dans ce monde? C'est vrai qu'il est philosophe, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un philosophe, c'est un grand philosophe, parce qu'il a une conception du monde. Quelle est sa philosophie? Ce sera mon premier temps. Et vous allez voir apparaître autour de lui d'autres figures de grands philosophes prestigieux. Dans un deuxième temps, je me demanderai, et là on rentre dans le thème de notre week-end, pourquoi faut-il adopter la forme de la poésie pour exprimer cette philosophie? Pourquoi faut-il que la mise en mots de cette philosophie prenne la forme d'un poème? Ça aurait pu prendre une autre forme, on verra qu'il y avait d'autres possibilités. Mais lui, il a choisi de faire quelque chose comme un poème. Et puis, je finirai par une question cruciale et en même temps triste. Il faut savoir qu'après lui, plus personne n'a écrit un poème de philosophie. Pourquoi la tradition n'a pas repris la forme poétique?
Que s'est-il passé dans l'histoire de la philosophie pour qu'on ne suive pas Parménide? Qu'est-ce que j'aimerais, moi, que mes étudiants, au lieu de me faire des dissertations de 3 copies doubles, me fassent juste un poème. Ça irait plus vite, non? Ça serait beau. Voilà, juste un petit poème, comme ça, bon, et comme on a dit ce matin que la poésie, elle est brève, bah, ça allégerait la correction de copie. Mais oui. Bon. J'espère qu'on n'est pas enregistré et que les étudiants ne vont pas entendre ça. Hein. Bon. Si. Ouais. Mais non, eux, ils font des dissertations, voilà, bon, ok. Donc, voilà, ce sera mon 3e propos. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette proposition d'une philosophie poétique ne soit pas reprise, en fait, par la suite. Alors, vous verrez, il s'est passé une chose énorme, en fait, énorme. Ok, bon, ça vous va pour le programme? On est prêt, on y va? Allez. Qu'est-ce que c'est que la philosophie de Parménide? Et qui est ce Parménide? Voilà. Personnage extrêmement prestigieux. Parménide, il a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. On a des dates approximatives, je vous les donne. Moins 515, moins 445. Moins 515, moins 445. Est-ce que c'est le premier philosophe, le premier penseur de l'histoire de la philosophie? Pas exactement. Avant lui, il y a d'autres penseurs. Et il y a d'autres penseurs extrêmement importants. Donc ce n'est pas le premier philosophe. Mais en un sens, il est le premier à écrire une œuvre qu'on a conservée presque dans son intégralité. Je dis bien presque. Et c'est ce que vous avez sous les yeux. D'accord? Alors quels sont les autres penseurs avant Parménide ou au temps de Parménide? Eh bien, il y en a un que vous connaissez parce qu'il est resté célèbre dans l'histoire des mathématiques, c'est Thalès. Thalès est le fondateur d'une école de penseurs qu'on appelle l'école de Milet. Et on l'appelle l'école de Milet parce qu'ils étaient dans la ville de Milet, merci, voilà, effectivement. Et donc cette école de Milet, elle a une idée, c'est d'étudier ce qui se présente à eux autour d'eux, leur environnement. Ils appellent ça la nature. Ils décident d'observer et de proposer une compréhension des phénomènes naturels. Parce qu'en observant la nature, ils s'étaient rendus compte d'une chose extraordinaire, c'est que il y a des phénomènes comme ça qui peuvent avoir des effets contraires. Comme ce matin, on est arrivé, on a pris un café pour bien commencer la journée, et moi je prends mon café et il était trop chaud. Et donc il était trop chaud. Alors vous savez ce que j'ai fait pour le refroidir? J'ai soufflé sur le café. Et donc je souffle sur le café et ça le refroidit. Mais avant d'arriver, on a traversé le parking avec Pierre, il faisait froid et j'avais froid aux mains. Je voulais me réchauffer les mains. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai soufflé sur les mains. Et donc ces penseurs, les premiers, ils se disent, comment ça se fait qu'un même phénomène, le souffle, produit des effets contraires, le chaud ou le froid? Et pourquoi on souffle comme ça? Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est ce que tout le monde pense aujourd'hui, parce qu'on a une théorie scientifique du corps, en fait ça dépend de la chaleur du souffle. En fait, hein, si je souffle sur un objet plus chaud que mon souffle, donc sur mes mains gelées, ça me réchauffe. Si je souffle sur un objet plus froid, si je souffle sur un objet plus chaud, ça le refroidit. Si je souffle sur un objet plus froid, ça le réchauffe. En fait, l'explication qu'on a aujourd'hui, c'est relatif. Et ces penseurs, Thalès, son disciple Anaximandre, et le 3e disciple Anaximène, l'école de Milet, ils ont une idée absolument géniale. Ils disent non, ça n'a rien à voir avec la relativité. Ça n'a rien à voir avec la relativité. Pourquoi? Parce que quand je souffle sur mes mains pour les réchauffer, et quand je souffle sur mon café, je ne donne pas la même forme à ma bouche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je souffle sur mon café, je serre les lèvres comme ça. Et quand je souffle sur mes mains, je fais un rond avec ma bouche. Pourquoi? Si c'est juste la température du souffle, pourquoi faut-il changer la forme? Et eux, ils se sont dit un truc absolument génial. Vous allez voir pourquoi c'est des grands penseurs. Ils se sont dit, parce que dans le souffle, il y a des petites particules qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et quand je serre mes lèvres, je les presse les unes contre les autres, et en les pressant, l'air qui sort est froid. Et au contraire, quand je les ouvre comme ça, je laisse les particules sortir librement, elles s'agitent, et en s'agitant, elles produisent de la chaleur. Mais ces particules, on ne les voit pas à l'œil nu, elles sont invisibles. C'est très très beau ça. Ils ont découvert, sans microscope électronique, qu'il y avait comme ça des atomes qui composaient la matière. Et donc on a une première théorie du monde, en fait, qui naît en observant la nature. Alors là, il faut que je fasse un petit peu de grec. Il y aura beaucoup de grec dans mon intervention, c'est inévitable, mais c'est bien pour vous. Faites-moi confiance. En grec, nature se dit physis ou physis. Et donc ça a donné le mot physicien. C'est des observateurs de la nature, c'est des physiciens, ces premiers penseurs.
Ils essayent de comprendre les phénomènes naturels. Donc, premier objet de pensée, la nature. Est-ce que c'est juste un désordre? Non, parce que je vois qu'il y a une régularité quand même. Les saisons reviennent, le jour succède à la nuit. Je regarde les étoiles dans le ciel, c'est un vaste désordre, ces étoiles. Non, parce que je vois qu'elles bougent toutes ensemble en même temps, la nuit. Et donc Thalès regarde les étoiles et se dit, qu'est-ce qu'il y a comme ordre dans ce désordre apparent? Vous voyez leur idée? Il y a des phénomènes qui se présentent à moi, mais il y a peut-être un ordre derrière tout ça. Et à force de regarder les étoiles, l'anecdote est célèbre, Thalès tombe dans un puits. Il marche et il tombe dans un puits, et là il y a une jeune servante qui passe et qui se moque de lui et qui lui dit, voilà, à force de avoir la tête en l'air, tu n'es même pas capable de faire attention à ce que tu as juste devant toi. Donc l'interrogation de la nature, ces penseurs, c'était des penseurs un peu distraits, déconnectés des considérations matérielles, mais tournés vers les objets les plus éloignés de nous. Bon. Donc ça, c'est ça les premiers penseurs. Est-ce que Parménide est physicien? La question est débattue, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais j'avais besoin de vous parler de ces physiciens d'abord. Donc avant Parménide, il y a ces physiciens. Est-ce que ce sont des philosophes? Peut-être pas ou pas encore. Parmi ceux qui s'intéressent à la nature, deuxième nom, après Thalès. Donc Thalès, on a dit, donc on le connaît aujourd'hui à cause du théorème de Thalès. Deuxième nom très important, le penseur le plus important de l'Antiquité, parce que sa pensée est absolument dominante. Tous les penseurs de l'Antiquité pensent comme lui, à tel point qu'on a dit, bah voilà, dans l'Antiquité, il y a ce penseur qui a pensé ça, et tous les autres le suivent. Le penseur le plus important par son influence s'appelait Héraclite. Deuxième nom dont vous avez besoin après Thalès, Héraclite, avec un H. Héraclite. Et lui, Héraclite, qu'est-ce qu'il dit quand il observe la nature? Il voit toute cette nature, et lui, il dit tout simplement, peut-être vous l'avez remarqué, vous aussi, que dans la nature, ce qui caractérise la nature en général, c'est que tout change sans cesse. Ok. Il a une conception du monde qui change en permanence. Il appelle ça le devenir permanent ou perpétuel. Et quand je dis que tous les penseurs vont penser comme lui, on a dit à propos de la pensée antique qu'il y avait une sorte de pan-héraclitéisme de la pensée. Pan, ça veut dire tout en grec. Tous les penseurs pensent comme Héraclite. En fait, écoutez bien, parce que c'est trop beau, tous pensent comme Héraclite, sauf un, Parménide. Parménide, vous voyez, vous commencez à comprendre le truc. Hein, vous commencez à voir ce qui va se passer là. Bon. Héraclite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout change sans cesse, mais il ne le dit pas comme ça. Il ne le dit pas comme ça. Il dit les choses presque sous forme poétique, je trouve. Je pense qu'il y a de la poésie chez Héraclite. Alors je vous dis ce qu'il dit. Par exemple, une des formules les plus célèbres d'Héraclite. Alors, est-ce qu'il a écrit des bouquins? On ne sait pas. Probablement, on ne sait pas, mais en tout cas, tout est perdu. On a juste des bribes, des souvenirs, rapportés par d'autres auteurs, qui nous disent, presque à la marge, « Ah, au fait, Héraclite disait que... » Et on a gardé ces petits fragments, comme ça, arrachés à l'oubli. Et donc, dans ce qui nous reste d'Héraclite, on sait qu'Héraclite disait que, allons-y pour une première idée d'Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ça, c'est trop beau, ça. Juste une phrase comme ça. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Mieux que le poème, conseil à mes étudiants, rendez-moi juste une phrase la prochaine fois. Et en plus, alors pourquoi j'ai dit que c'est de la poésie? Vous comprenez que on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, c'est une conception du monde. C'est toute une philosophie qui est derrière cette phrase. C'est une métaphore qui va supposer de notre part une activité immensément complexe qui est l'interprétation. Donc voilà, je m'y lance. Évidemment, il n'est pas juste en train de dire qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ok, quelque part, ça me parle. Hein, s'il avait dit, en pensant avec les bains, on ne se baigne jamais deux fois dans le même lac, non, ça marchait moins bien. Ça marchait moins bien. Ok. Donc, chez ce penseur du changement perpétuel, au moment d'exprimer son idée, il y a quelque chose de poétique. Il y a quelque chose de poétique, parce que ça passe par la métaphore. Ça laisse comme ça le lecteur un peu perplexe, en suspension. Qu'est-ce que je dois comprendre? Et y a-t-il simplement quelque chose à comprendre? Peut-être qu'il était devant un fleuve et qu'il a juste dit ça comme ça. Non. C'est pas possible. Impossible. Donc, première idée d'Héraclite, tout change sans cesse. Ok. Mais comme c'est un philosophe, il propose une explication. Quel est le moteur du changement? Qu'est-ce qui fait que, dans la nature, physis, des physiciens, tout change sans cesse, tout coule aussi, hein, tout coule. J'ai un étudiant une fois qui me l'avait écrit,
Too cool en anglais. Voilà. Moi, je trouve ça assez beau. Eh bien, le moteur du changement, écoutez bien, c'est la contradiction entre les choses. C'est parce que les choses s'opposent, et c'est leur rencontre, leur opposition qui oblige les choses à changer. Donc la contradiction. Le fait que, voilà, dans la confrontation à l'altérité, ça va nous changer. En bien ou en mal, mais ça va nous changer. Alors comment il le dit ça? Évidemment, il ne le dit pas comme ça, c'est trop simple. Vous savez ce qu'il dit, lui? Il dit, deuxième citation d'Héraclite, la guerre est le père de toutes choses. La guerre est le père de toutes choses. Très belle formule. Alors, évidemment, vous allez me dire, la guerre féminin, le père masculin. Alors en grec, il dit, pour guerre, il dit polémos. Polémos qui donne en français polémique. La guerre, ça veut dire le fait qu'on n'est pas d'accord, qu'on s'oppose. Évidemment, c'est de là que va sortir quelque chose. On ne sait pas quoi. Et la guerre est le père de toutes choses. Toutes choses au pluriel. Oui, toutes choses au pluriel. Donc, on a cette philosophie absolument dominante, l'héraclitéisme, tout change sans cesse, et le moteur du changement, c'est les contradictions, qui s'expriment sous forme de phrases comme ça, de petites bribes, qui sont déjà un peu poétiques. Et tout le monde suit ce que dit Héraclite. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté. Sauf, donc, pour Parménide. Et donc, que va faire Parménide? Maintenant, vous allez comprendre ce que pense Parménide. Je suis toujours dans ce premier temps, quelle est sa philosophie à Parménide. Effectivement, Parménide, lui, contre Héraclite, pense qu'il faut essayer de comprendre le monde à partir de ce qui ne change pas. Il se demande, mais qu'est-ce qui est réel? L'idée d'Héraclite, c'est que ce qui caractérise la réalité, c'est que tout change sans cesse. Et ça veut dire que rien n'est saisissable, rien n'est permanent. Si vous me demandez qu'est-ce que c'est ça, et que je vous dis c'est un verre, non, pas exactement, c'est en train de devenir autre chose qu'un verre. Dans quelques temps, il sera peut-être à la poubelle et recyclé ou autre chose. Donc qu'est-ce que je peux dire? Et Héraclite a cette idée, Parménide a cette idée que ce qui est réel, c'est ce qui ne change pas. Le plus réel, c'est ce qui échappe au changement. Alors c'est l'exemple de ce verre. J'ai appelé ça un verre. Peut-être certains d'entre vous l'ont appelé un gobelet. On n'est pas d'accord. Pourquoi j'appelle ça un verre? Surtout qu'il n'est même pas en verre. Vous voyez? Bon, il aurait pu être opaque, il aurait pu être en bois, il aurait pu être dans un autre matériau, il aurait pu avoir une autre forme. Et j'aurais aussi appelé un verre. Donc sa forme peut changer, sa couleur peut changer, sa taille même, ça peut prendre... Voilà. Mais j'appellerai toujours ça d'un même nom. Et Parménide se dit, pour pouvoir nommer les choses, pour pouvoir dire ceci et ça, je suis obligé de saisir dans cette chose quelque chose qui ne change pas. Et qui, d'un verre à l'autre, de différentes formes, de différents matériaux, de différentes couleurs, est toujours la même chose. Vous voyez ce qu'il fait, Parménide? Bon. Et pour ça, pour saisir dans les différents types de verres, mais je pourrais prendre les différents types de tables, les différents types de chaises. Vous avez vu, les tables, ça peut avoir des formes infinies. Il y a des tables à 4 pattes, des tables à 3 pattes, des tables rondes, des tables rectangulaires, des tables en bois, des tables en fer. Et à chaque fois, on emploie le même mot, table. Et la deuxième idée géniale d'Héraclite, c'est que pour nommer ça une table, pour identifier ça comme une table, il faut que j'utilise autre chose que mes yeux, que mes mains, que mes oreilles. En d'autres termes, il faut, pour comprendre le monde, que je m'ancre sur quelque chose qui est en moi. Vous voyez la différence avec tous ces penseurs? Les physiciens, ils sont tournés vers le monde qui est à l'extérieur d'eux. Ils se rapportent au monde à l'aide des 5 sens. On va dire notamment les yeux. On parlait de la théoria ce matin. Voilà, ça m'ouvre vers l'extérieur. Mais voilà que, tout à coup, Parménide arrive et dit non. La compréhension du monde se joue à l'intérieur de vous. Il va falloir modifier quelque chose en nous pour rejoindre le monde à l'extérieur. Ça, c'est génial, ça, comme idée. C'est quand même extraordinaire. C'est une révolution. Le rapport à l'extérieur suppose une modification de soi. Et c'est quoi cette chose en nous qui va nous permettre de comprendre ce qui est à l'extérieur, si ce n'est pas les sens qui attendent le donner, si vous voulez, c'est la raison, l'esprit,
l'intelligence. On va voir les différentes traductions qu'on donne à ça. Et l'idée géniale de Parménide, c'est pour saisir ce qui est réel, il faut utiliser notre raison. Nous le saisissons à l'aide de notre raison. C'est-à-dire que je vois deux vers différents et je pense, malgré leur différence, que c'est quand même la même chose. Ce n'est pas mes yeux qui me le disent, ça, c'est mon esprit, c'est ma raison. Et donc ça, c'est très très beau, ça. Vous savez, on dit des petits bébés qui sont un peu comme Parménide, finalement. Les petits bébés, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent au monde, juste à la naissance, ils arrivent dans un monde, et là, ils comprennent, juste après la naissance, qu'il y a... Enfin, ils ne comprennent pas tout de suite. Ils commencent à se douter qu'il y a un monde extérieur différent d'eux. Vous voyez, après la naissance, un bébé, il faut qu'il comprenne ça. Il y a un monde extérieur différent d'eux, et ce monde extérieur, il résiste à ce qu'ils aimeraient. Et en même temps, ils comprennent qu'ils ont un moi intérieur. Ils commencent à ressentir des choses en eux qui leur sont propres et que le monde extérieur, il y a un monde extérieur et un moi intérieur. Ok, comment il fait? Il a un truc absolument génial. Il fait un truc absolument génial. Il fait un va-et-vient entre les deux. D'accord? C'est la possibilité pour le bébé de faire des liens entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qui est objectif et ce qui est subjectif, qui lui permet de comprendre que ce sont deux choses différentes. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il tisse ce qu'un psychologue de l'enfance, Winnicott, appelle un espace transitionnel, dans lequel il met des objets qui sont à la fois extérieurs et intérieurs, comme peut-être, vous savez ça, le doudou. Il a un doudou, l'enfant. Et le doudou, qu'est-ce que c'est? C'est un objet du monde extérieur, mais qui est pas mal chargé de son moi intérieur aussi. Hein, parce qu'il l'a bien mordu, il l'a bien mis à la bouche, donc il a son odeur, l'objet. J'ai envie de dire, Parménide, il n'a pas de doudou, il a le poème. Et le poème de Parménide, c'est un moyen pour nous de faire un va-et-vient entre ce monde extérieur de la physis et ce monde intérieur de la raison. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il faut changer quelque chose en nous pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça ce qui va se passer dans le texte, si vous voulez. C'est ça l'innovation conceptuelle de Parménide. C'est ça. Notre compréhension du monde extérieur passe par une réforme intérieure. Alors moi je dis, chapeau. Rien que pour ça, c'est pas mal. Donc c'est cette conception, en quelque sorte, du réel qui va l'amener à s'opposer à Parménide. Seul est réel ce qui ne change pas. Bon. À quoi je reconnais que quelque chose est réel et qui ne change pas? À l'aide de ma raison. L'indice pour Parménide, ce qu'il faut chercher pour Parménide, c'est, écoutez bien, l'absence de contradiction. C'est tout l'inverse des physiciens. Les physiciens, ils étaient fascinés par la contradiction, un même phénomène, mon souffle peut avoir des effets contraires. Ce qui intéresse Parménide, dans le travail de la raison, c'est de saisir quelque chose dans lequel il n'y a pas de contradiction. Ce qui fait que quelque chose est réel, c'est que ça n'est pas contradictoire. Si c'est contradictoire, forcément, ça ne va pas. Une même chose ne peut pas être une chose et son contraire en même temps. Imaginez que je vous dise, voilà, ce verre, c'est aussi un micro. Alors ça s'appelle comment ça? Verre, mais parfois ça s'appelle micro. Et parfois pot de fleurs, et parfois stylo. Et vous dites, non, mais alors je suis perdu là. Oui, je suis perdu parce qu'il y a de la contradiction. Et donc la grande idée de Parménide, c'est ça. C'est, il faut qu'on puisse se rapporter au réel par un effort de pensée qui efface toute contradiction. Et comment on va faire ça? En montant en généralité, en abstraction. On va essayer d'avoir une conception du monde la plus générale possible. Je vais le dire simplement, il invente quelque chose Parménide, il invente l'interrogation sur l'être, L', être. Avant, lui, Thalès, Anaximandre, Anaximène, s'intéresse aux choses, au pluriel, aux choses qui sont. Les choses qui sont. Et donc ça peut être la chaise, la table, le verre, les choses qui sont. Et Parménide se dit, non, moi j'aimerais une conception générale qui englobe toutes les choses qui sont. La même pour toutes les choses qui sont. Je vais m'interroger sur ce qui est l'être. Et l'idée, c'est ça, c'est je prends le verbe à l'infinitif, je mets un L' devant, et ça fait un concept. Ça, c'est de la poésie.
Ça, c'est de la poésie. J'invente mon mot, l'être. Et au lieu de parler des choses qui sont quoi. Et donc, il va se demander, qu'est-ce que c'est que l'être? Invention poétique de la part de Parménide. Alors, la philosophie de Parménide, on peut la résumer en une phrase. C'est super simple. Si ma conférence était une simple séance d'information pour vous informer de ce que pensait Parménide, elle pourrait s'arrêter là, en une phrase, je vais vous dire ce que pensait. Voilà. Mais évidemment, mon but pour moi, pour vous cet après-midi, c'est pas juste de vous informer, c'est de vous faire vivre ce que dit Parménide. Parce que c'est ça l'enjeu aussi, c'est de comprendre par l'expérience ce qu'il essaie de nous dire. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il dit. Ça c'est en une phrase. Et quand je vais vous le dire, vous allez me dire tout ça pour ça. Ok. La philosophie de Parménide consiste à dire, écoutez bien, ce qui est, et ce qui n'est pas, n'est pas. Voilà. Voilà. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Ce qui est, et ce qui n'est pas, n'est pas. Et là, on se dit, mais c'est ça le plus grand penseur de l'histoire? Oui, à peu près. Ouais. Et donc, moi, évidemment, pour vous faire toucher du doigt l'immensité de cette phrase, il va falloir, pour vous faire comprendre pourquoi cette phrase est si importante, que je devienne un peu poète. Vous voyez où il est en jeu de la poésie? La poésie, c'est ce qui permet de donner une épaisseur existentielle aux idées. Je pourrais vous dire en une phrase que pensait Parménide, mais sans la poésie, ça ne sert à rien. C'est de l'information, mais l'information, ça ne m'intéresse pas. Enfin, pas aujourd'hui, pas pour vous. Mais pour comprendre ce que dit Parménide, voilà, on va devoir passer par la poésie. Donc je passe à ma deuxième partie, le poème. Pourquoi la philosophie de Parménide prend-elle la forme d'un poème? Alors, première remarque sur le titre. J'ai mis sur le petit copier que vous avez devant vous, le poème de Parménide. Le titre est difficile à établir. On reconnaît en général la chose suivante. Parménide est le premier philosophe à mettre en vers son enseignement. Voilà. Il est le premier à rédiger ça sous forme de vers. Alors parfois, on donne au livre de Parménide qu'on va lire un autre titre. On l'appelle, écoutez bien, ça va vous surprendre, maintenant que vous avez écouté ce que j'ai dit, on l'appelle parfois « Sur la nature ». Donc on dit, tiens, un traité de physicien, encore. Et de fait, il y a un débat chez les commentateurs sur est-ce que Parménide fait partie des physiciens, des gens qui écrivent sur la nature. Et donc il y a certains philosophes qui disent bah oui, il est physicien, bon, et d'autres qui disent, Aristote notamment, pour désigner Parménide, invente un mot, il dit que Parménide est un antiphysicien. Un antiphysicien. Donc c'est très très beau. Alors est-ce qu'il est physicien? Est-ce qu'il est antiphysicien? Je vais vous dire ce qu'il est, parce qu'il y a un mot pour ça. Parménide a l'idée que pour comprendre la réalité, il faut se couper de ce qu'on voit, et il faut aller chercher la réalité derrière ce qu'on voit. La réalité n'est pas dans ce qu'on voit, elle ne se donne pas immédiatement, elle est cachée, parce que je cherche quelque chose qui ne change pas. Je cherche quelque chose qui est immuable. Or, qu'est-ce que je vois? Ce que je vois change. Donc, la réalité, je dois la chercher derrière ce qui est physique. Et comment dit-on derrière la physique en grec? On dit métaphysique. Et donc Parménide, il est métaphysicien. Il a cette idée que pour comprendre ce que je vois, il faut que je cherche quelque chose que je ne vois pas. Il y a quelque chose d'invisible en fait dans le monde, et c'est ça qu'il faut saisir. Et donc pour le saisir, je dois utiliser autre chose que mes yeux, que mes oreilles, que mes cinq sens. Donc est-ce qu'il est physicien? Est-ce qu'il est anti-physicien? Moi je dirais volontiers qu'il est métaphysicien. Parce que le titre flotte, le poème sur la nature. Bon. Pourquoi la poésie? Alors ce texte a été recopié, donc les premiers copistes estimaient que ce texte avait un sens assez clair pour Parménide. Il y en a quand même un, très tôt, un philosophe qui a recopié, qui a permis qu'on garde une trace de ce qu'on va lire, qui s'appelait Proclus, qui avoue que le style de Parménide le laisse un peu désarmé. Donc là, je commence à vous préparer à cette lecture. D'accord? Vous allez lire des choses, vous n'allez pas tout comprendre, je vous rassure, moi non plus. Et en fait, je pense que ça fait partie de l'expérience. Ok?
Okay, et effectivement, cette espèce de caractère opaque du style fait partie de la dimension poétique. Alors on rappelle souvent cette phrase de Diogène Laërce, un doxographe, qui disait « Parménide exprime sa philosophie par des poèmes comme Hésiode, Xénophane et Empédocle. » Vous connaissez Hésiode? Ça vous dit quelque chose? Hésiode n'est pas un philosophe, il a écrit une théogonie et il raconte la naissance des dieux, 8 siècles avant Jésus-Christ. Et donc, Parménide n'est pas le premier à faire de la poésie. Il écrit après Hésiode. Et c'est vrai que dans la théogonie d'Hésiode, puisque ce sont des mythes, ce matin on parlait des mythes, le mythe il est toujours porteur d'idées qui peuvent se rapporter à la philosophie, bien sûr. Dans les mythes, il y a quelque chose de l'ordre de la pensée. Et donc, Hésiode, peut-être, écrivait aussi sa philosophie sous forme de vers. Il y a eu un autre grand philosophe qui a écrit de la poésie et qui a fait de la philosophie en même temps, un philosophe et poète latin qui s'appelle Lucrèce. Lucrèce a écrit le De Natura Rerum, de la nature, sous la forme d'un poème. Donc c'est pas le premier, c'est pas le dernier à faire de la philosophie. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? C'est plutôt, et c'est ce qui va se passer sous nos yeux, l'invention d'un nouveau type de discours. L'idée géniale de Parménide, c'est qu'il faut inventer une nouvelle manière de parler de la réalité. Et donc il va faire un peu ça. Il va faire un peu ça et c'est ce qu'on va voir. Ce poème travaille la langue. Ce traité de philosophie travaille la langue en fonction de ce qu'il cherche à dire. C'est très très beau ça. C'est peut-être ça, la proximité et la vérité de la poésie et de la philosophie. Et effectivement, l'idée de Parménide, c'est que l'usage des mots n'est jamais neutre. Il n'y a pas d'un côté ce que je pense, et puis après, je le mets en mots, et peu importe que j'utilise le grec, le latin, le français. Voilà. En fait, les deux sont liés. Le langage est essentiel pour accéder à la vérité. Alors, il y en a d'autres qui pensent que le langage est essentiel à l'époque de Parménide. Il y en a d'autres qui pensent que le langage, c'est le plus important. C'est les sophistes. À l'époque de Parménide, 2 personnes s'intéressent au langage, Parménide et les sophistes. Sauf que pour les sophistes, le langage ne sert pas du tout à décrire la réalité. Le langage n'est pas un outil pour comprendre le monde pour les sophistes. Pour les sophistes, c'est extraordinaire, qui avaient l'art de persuader, le langage est un instrument de pouvoir, pour avoir du pouvoir sur les autres, pas pour comprendre le monde. Ça ne sert à rien de comprendre le monde pour les sophistes. Les sophistes, c'était des maîtres de persuasion. Ils maniaient ce qu'on appelle l'art de la rhétorique. Et donc, ils étaient capables de vous persuader ou de vous convaincre à peu près n'importe quoi. Et donc, quand on disait, oui, mais qu'est-ce que la réalité? Peu importe. Ce qui importe pour les sophistes, c'est pas qu'est-ce qui est réel, c'est comment j'amène l'autre à croire que j'ai raison. Et ils étaient bons là-dedans. Ils avaient un très grand pouvoir. Et vous savez comment ils faisaient? Ils ne faisaient pas de poésie. Mais oui, ils avaient un terme, ils faisaient des épidexis, c'est-à-dire ils faisaient des longs exposés. Un peu comme moi cet après-midi. Okay, et donc ils faisaient des démonstrations assez longues. Et donc l'enjeu, il est là. Vous avez, face à Parménide, d'un côté, des physiciens qui s'intéressent à la nature sans voir qu'en fait il faut aller au-delà des sens, et de l'autre côté, des sophistes qui s'intéressent au langage, mais qui s'en servent comme d'un pouvoir, en faisant de longs exposés. Et donc Parménide, il est là, il est pris entre les deux, et il se dit, comment je peux inventer une nouvelle manière d'utiliser le langage, qui ne fasse pas du langage un instrument de pouvoir, mais un outil pour saisir la vérité. Et je vais venir dans un instant sur cette question de la vérité. Donc voilà, il va avoir l'idée géniale que plutôt que de faire un long exposé, il faut faire de la poésie. La poésie, elle permet d'éviter la sophistique, en fait. Il n'y a pas de sophiste poète. Ça peut être assez rassurant d'ailleurs. Si vous rencontrez un poète, déjà vous savez qu'il n'essaye pas de vous embobiner. C'est pas sûr que ça soit plus clair pour autant, mais voilà. Bon. Deuxième remarque, avant de lire ce poème, ce que nous allons lire
C'est un discours qui ne relève pas de la communication, qui ressemble plutôt à une initiation. Vous voyez la différence? C'est un peu comme une prière, si vous voulez. On va lire ce qui se passe, et je pense que dans la poésie ne cherche pas à nous informer sur le monde. La poésie, elle cherche à nous modifier, à changer quelque chose en nous. Par exemple, changer une manière de voir le monde. J'écris un poème sur les gouttes d'eau qui coulent le long de la vitre, les rayons de soleil qui viennent frapper ma peau. Le but, c'est de changer ma manière de vivre cette expérience. C'est de l'initiation. Et donc, on va lire le poème. À la fin du poème, certains me diront « Je n'ai rien compris ». C'est pas grave. Et d'autres me diront « Je suis initié ». Voilà. On va voir comment ça se passe. Donc l'idée, c'est quand même très beau, c'est que de la forme poétique, une pensée doit se dégager de la forme poétique. La pensée ne vient pas avant la poésie, elle vient de la poésie. Voilà ce qui se passe dans ce texte. Bon. Et effectivement, il s'agit, à la lecture de ce poème, d'accepter de se laisser transformer par ce poème. Alors je vais vous dire, pour désarmer en fait toute anxiété de votre part, mon but n'est pas de vous inquiéter. C'est ce qui est beau dans ce texte, et c'est pour ça que je voulais photocopier, c'est un vrai cadeau que je vous fais. Gardez-le. En fait, en le relisant, de temps en temps, on change ce qu'on comprend. Vous ne pouvez pas tout comprendre du premier coup. Voilà. Mais c'est un texte auquel on repense, et en y repensant, on découvre d'autres choses. C'est peut-être ça le propre aussi du discours poétique, c'est qu'il est, progressif. Et il vit en nous de cette progressivité. Alors allons-y, pour vous donner quelques outils pour comprendre ce qui se passe dans ce poème. On distingue en général dans ce poème 3 parties. Je peux vous les indiquer, et ça va être les 3 temps de mon exposé sur le contenu du poème. Alors vous voyez, ce texte est composé de fragments qui ont été numérotés en chiffres romains de 1 à, je ne vais pas dire de bêtises, 19. Tout le monde voit? De 1 à 19. Donc ce sont 19 fragments. Il y en a qui sont longs et d'autres qui sont très courts. Il y en a même un fragment, il n'y a qu'un seul mot. Le 15a, c'est un seul mot. Pourquoi? Parce que ça tient à l'histoire du texte. Pour vous donner le plan du texte, avant de vous donner l'histoire, je dirais que le premier fragment, le fragment numéro 1, qui commence par « les cavales qui m'emportent » et qui finit à la ligne 32, « il faut que tu puisses en juger, passant toute chose en revue ». Fragment numéro 1, c'est la première partie de mon exposé. On appelle cette partie le prologue, ou encore mieux, on a inventé un mot très beau, c'est ça aussi la poésie, le proème. Proème qui est un mix de prologue et poème. Donc le proème, c'est le fragment 1. Et puis, il suivent 2 parties. Pourquoi? Parce que dans ce poème, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte l'histoire d'un char qui traverse dans la nuit un chemin, et il arrive à une bifurcation, il faut qu'il choisisse entre 2 voies. Et donc, les 2 autres parties du poème, c'est les 2 voies que l'on doit choisir. D'un côté, il y a la voie de l'obscurité, de l'autre côté, la voie de la clarté. D'un côté, il y a la voie de la vérité, de l'autre côté, il y a la voie de l'opinion. Et donc, la deuxième partie, le fragment 2, jusqu'au fragment 8, ligne 49. Donc, c'est la page 3. Vous voyez, le fragment 8, ligne 49. Ainsi, égal de tous côtés, il est néanmoins dans des limites. J'appelle cette deuxième partie la voie de la vérité. Et donc Parménide va nous dire, voilà, avant de choisir les 2 voies, laisse-moi te décrire ce qu'il y a dans chacune des voies. Dans cette voie, c'est la voie de la vérité. Et la dernière partie, fragment 8, ligne 50, jusqu'à la fin, la voie de l'opinion. La voie de l'opinion. Si vous avez ça en tête, vous avez, je dirais, la dynamique du texte. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce livre, il nous raconte l'histoire d'un char qui avance dans la nuit, qui arrive comme ça devant une bifurcation. Alors c'est une bifurcation un peu bizarre, vous allez voir. Et il doit choisir entre la voie de la vérité ou la voie de l'opinion. Et celui qui nous présente le poème, le narrateur, est en train de nous dire il faudrait quand même mieux prendre la voie de la vérité. Vous voyez? Bon. Ok.
l'histoire du texte. L'histoire du texte est extraordinaire. Dans l'Antiquité, au IVe siècle avant Jésus-Christ, le texte que vous avez sous les yeux est cité 2 fois uniquement, une fois par Platon, une fois par Aristote. On entend parler de Parménide. D'accord ? Il y a 2 auteurs qui nous disent, il y a un auteur qui s'appelait Parménide, Platon et Aristote. Ensuite, il disparaît pendant 4 siècles. Et le miracle apparaît, pour nous c'est un miracle, au VIe siècle. Il y a un auteur, un philosophe qui s'appelle Simplicius, lecteur d'Aristote, qui rédige un commentaire de la physique d'Aristote. Et en commentant la physique d'Aristote, il dit « Tiens, je vais rappeler ici ce que pensait Parménide, parce que son ouvrage est assez rare. » Et il déroule 62 vers du poème de Parménide. J'ai envie de dire, c'est un miracle, parce que sinon, c'est perdu, quoi. Si on n'a pas cette mention de Simplicius, 62 vers, le poème fait en tout 160 vers, et là, tout à coup, on voit renaître de l'oubli ce livre de Parménide qui n'existait pas, en fait. Voilà. Et donc, il dit, voilà, Parménide dit ça. Pardon, j'ai dit 72 vers sur les 160. Après Simplicius, on est à 72. Le texte disparaît jusqu'au XVe siècle. Plus aucune mention nulle part. Et au XVe siècle, au moment de la Renaissance, donc, c'est des humanistes qui commencent à reprendre tous les textes de l'Antiquité. Et là, il y a des humanistes qui vont commencer à reconstituer le poème. 148 vers d'abord. Non, pardon, j'ai dit 67 vers d'abord et 148 vers finalement. En 1600, première reconstitution complète de ce poème. Et puis au début du XXe siècle, on va classer tous les petits bouts où on entend parler de Parménide dans un certain ordre. Et ça, c'est l'ouvrage d'un grand philologue allemand qui s'appelle Diels. Et donc, il va classer. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est cette numérotation de 1 à 19, c'est lui qui l'a fait. Okay, donc, Parménide n'a pas numéroté de 1 à 19. Peut-être même que ça faisait beaucoup plus de vers que ça, on ne sait pas. Ce que vous avez sous les yeux, Miribel des échelles. Mais oui, 30 siècles après, et c'est là. C'est pour ça que je dis que c'est miraculeux d'avoir ce texte. Ce texte, il est extraordinaire. Bon. Ok, allons-y. Alors, je vous propose, je vais vous faire la lecture, vous pouvez vous installer tranquillement, c'est moi qui vais vous lire la première partie. Et là, vous allez rentrer, alors, je vous dis pas plus de préparation pour que vous soyez saisis quand même par le texte, hein, et après on verra ce qui se passe. Voilà ce qu'écrit Parménide dans la première partie que j'ai appelée, qu'on appelle le proème. Les cavales qui m'emportent au gré de mes désirs se sont élancées sur la route fameuse de la divinité qui conduit partout l'homme instruit. C'est la route que je suis. C'est là que les cavales exercées entraînent le char qui me porte. Guide de mon voyage, les vierges, filles du soleil, ont laissé les demeures de la nuit. Et, dans la lumière, écartent les voiles qui couvraient leur front. Dans les moyeux, l'essieu chauffe et jette son cri strident sous le double effort des roues qui tournoient de chaque côté, cédant à l'élan de la course impétueuse. Voici la porte des chemins du jour et de la nuit, avec son linteau, son seuil de pierre, et fermé sur les terres ses larges battants dont la justice vengeresse tient les clés pour ouvrir et fermer. Les nymphes la supplient avec de douces paroles et savent obtenir que la barre ferrée soit enlevée sans retard. Alors, des battants, elles déploient la vaste ouverture et font tourner en arrière les gonds garnis d'airain, ajustés à clous et à agrafes. Enfin, par la porte, elles font entrer tout droit les cavales et le char. La déesse me reçoit avec bienveillance, prend de sa main ma main droite et m'adresse ces paroles. « Enfant, qu'accompagne d'immortelle conductrice, que tes cavales ont amené dans ma demeure, sois le bienvenu. Ce n'est pas une mauvaise destinée qui t'a conduit sur cette route éloignée du sentier des hommes. C'est la loi et la justice. Il faut que tu apprennes toutes choses et le cœur fidèle de la vérité qui s'impose et les opinions humaines qui sont en dehors de la vraie certitude. Quelle qu'elle soit, tu dois les connaître également et tout ce dont on juge. Il faut que tu puisses en juger, passant toutes choses en revue. Bienvenue. Bienvenue dans un univers étrange. Vous avez vu à quel point c'est très, très, comment dire, on est déplacé en fait par ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe exactement? D'accord? On ne se dit pas immédiatement, tiens, c'est de la philosophie. D'accord? Au contraire, il y a des divinités, il y a la mise en scène de quelque chose.
mais de manière tellement abstraite qu'on a presque du mal à se le représenter. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui essayent de dessiner ce qui se passe pour dire ça correspond à quelle image si c'est une métaphore. Qu'est-ce qui se passe dans cette première partie, d'accord, dans ce poème? Donc il y a une mise en scène qui ressemble à une métaphore. La métaphore, vous êtes d'accord que c'est quand même un outil poétique au premier abord. Donc l'ouverture de ce texte de Parménide, c'est effectivement une ouverture poétique. Alors je vous donne quelques clés quand même pour comprendre ce qui se passe. D'abord, qu'est-ce qui se passe? C'est un char qui arrive d'un chemin qui est le chemin de la nuit. Et il arrive à une porte. Et devant cette porte, on va lui ouvrir cette porte. Donc il faut vous représenter le chemin comme ça. Vous avez la porte s'ouvre, et une fois que la porte s'est ouverte, il a la possibilité soit d'aller dans le chemin d'où il vient, soit d'aller dans l'autre chemin qu'il n'a pas encore parcouru. Vous voyez la mise en scène? C'est une porte qui indique un seuil. Et vous verrez, moi je me suis rendu compte à la lecture de ce texte que finalement, il y a dans ce texte quelque chose qui tient au seuil de la philosophie. Donc c'est une réflexion sur le seuil. Nous nous tenons au seuil de quelque chose. Nous devons faire un choix, et ce choix, il conditionne pas simplement notre conception du monde, mais notre vie en fait. Et on a le choix entre un chemin obscur et un chemin clair, entre le chemin de la vérité, ce qu'il appelle la vérité un peu plus bas, ligne 28, 29. Il faut que tu apprennes toute chose et le cœur fidèle de la vérité qui s'impose. Chemin devant lui. Mais si tu pars en arrière, ce sera les opinions humaines qui sont en dehors de la vraie certitude. Donc vous arrivez à un moment où il faut choisir, est-ce que vous voulez aller du côté de la vérité ou est-ce que vous voulez aller du côté des opinions? Alors évidemment, avant, il y a toute l'image, très belle du début, les cavales qui m'emportent au gré de mes désirs. Vous avez une métaphore, un char tiré par des chevaux. Ces chars tirés par les chevaux, qui sont guidés en plus par mes désirs, symbolisent, représentent probablement l'esprit ou l'âme humaine. Ils se sont élancés sur la route de la divinité. Ce que les commentateurs voient dans la figure de ce char, c'est en fait l'homme, l'être humain, qui traverse l'expérience de la vie. Et pour traverser l'expérience de la vie, regardez, il a des guides de son voyage. Il a d'abord des vierges, filles du soleil, qui ont laissé les demeures de la nuit. Les vierges, filles du soleil, ça pourrait être, les yeux, qui écartent les voiles qui couvraient leur front. Et dans les moyeux, l'essieu chauffe et jette son cri strident. Et les moyeux, les roues qui tournent en produisant des cris stridents, ce seraient les oreilles. Ce qu'il met en scène ici, c'est un moment où nous ne pouvons plus faire confiance à nos sens. Nous ne pouvons plus suivre ce que voient nos yeux ou ce qu'entendent nos oreilles. Il va falloir suivre autre chose. Il va falloir suivre ce qu'il appelle un peu plus bas la justice vengeresse. La justice vengeresse qui tient les clés pour ouvrir ou fermer la porte, c'est notre raison, notre capacité à juger les choses. C'est la justice vengeresse qui juge ce que sont les choses de manière juste. Qui va dire, par exemple, ça c'est un verre, c'est pas un stylo, c'est pas un micro. Voilà. Alors vous avez vu que pour la justice, pour la divinité, nous sommes des enfants. Parce que cette initiation est comme une sorte de renaissance. En passant la porte, nous allons arriver dans un autre monde, comme un jeune enfant en fait. Donc voilà, cette première partie, elle est extrêmement complexe parce qu'elle est obscure, parce qu'elle met en place une métaphore qui explique qu'il doit arriver à un moment dans notre vie, à un moment où il faut qu'on choisisse de suivre soit nos sens, soit notre raison. Et évidemment, vous pourriez dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les deux? Non. La grande idée de Parménide, c'est qu'on ne peut pas choisir d'avoir les deux. Il va falloir choisir entre les deux. Soit la voie de la vérité, soit la voie des opinions. Alors un petit mot sur le mot vérité.
Le mot vérité, ici, traduit un mot grec. On a parlé de la vérité ce matin, et c'est le thème de notre week-end. Le mot grec qu'utilise Parménide, c'est le mot aletheia. Aletheia, c'est écrit avec un TH, hein, comme souvent les mots grecs. Aletheia. C'est la première fois dans l'histoire de la philosophie qu'on utilise ce mot. Héraclite ne parle pas de aletheia. Thalès ne parle pas de aletheia. Il parle de physis, il parle de nature, il parle de ce que vous voulez, de polémos, il parle de fleuve, mais aletheia. Et Parménide, il va chercher ce mot, aletheia. Évidemment, nous, on le traduit tout de suite par vérité. C'est quoi cette voie de la vérité? C'est la voie de l'aletheia. Alors, évidemment, si on se remet dans le contexte grec, et que j'analyse le mot, ben, je vois la première lettre, A. A, c'est souvent une particule privative. D'accord? C'est ce qui marque l'absence de quelque chose. Et donc, l'aletheia, c'est l'absence de l'étheia. Ça va? Donc, ce n'est pas exactement la même idée que nous, on a de la vérité. L'aletheia, c'est quand je remédie à l'absence de quelque chose. Et l'étheia, c'est quoi alors? Ça renvoie à une divinité, l'été, la divinité de l'oubli. L'absence d'oubli, ou le désoubli, si vous voulez. C'est le fait de désoublier quelque chose. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accès à la vérité suppose de dévoiler quelque chose qui est masqué. La vérité ne se donne pas à nous immédiatement. Ce n'est pas en regardant le monde directement que je vais le comprendre. La vérité est le résultat d'une quête, d'une conquête même, qui est presque de l'ordre du dévoilement. Pour le dire en termes simples, les apparences sont trompeuses. Mais vous vous rendez compte, à partir du moment où je dis les apparences sont trompeuses, ça va se poser la question, mais alors qu'est-ce que je cherche? Comment je procède de dévoilement et qu'est-ce que je cherche? Les apparences sont trompeuses, la vérité est une conquête, elle n'est pas une donnée. Nous on disait ce matin, il faudra presque attendre la phénoménologie pour qu'on revienne sur cette idée. Hein. La phénoménologie dira, bah non, il suffit d'analyser comment les choses nous arrivent, comment les choses nous paraissent, pour construire quelque chose comme une recherche de la vérité. Là, pas du tout. Donc, rupture énorme de la part de Parménide avec ce mot de vérité au sens de aletheia. Et donc ça, c'est la première voie, la voie de la vérité. La voie de la vérité qui doit se faire comme une conquête. On y va, on lit la première voie, la voie de la vérité. Vous êtes prêts? Alors là, on rentre dans le dur. Là, on va dire les phrases les plus connues de Parménide. D'accord? C'est la voie de la vérité, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est pas une communication, c'est une initiation. N'oubliez pas que la vérité est au-delà des apparences. N'oubliez pas qu'elle elle se cache au départ à nous. C'est bon? Bon, merci. Allons-y. Allons, je vais te dire et tu vas entendre. Quelles sont les seules voies de recherche ouvertes à l'intelligence? L'une, que l'être est et que le non-être n'est pas. Chemin de la certitude qui accompagne la vérité. L'autre, que l'être n'est pas et le non-être est, forcément. Route où, je te le dis, tu ne dois aucunement te laisser séduire. Tu ne peux avoir connaissance de ce qui n'est pas. Tu ne peux le saisir ni l'exprimer, car le penser et l'être sont une même chose. Je continue un peu. Ce qui n'est pas devant tes yeux, contemple-le comme sûrement présent à ton esprit. Ce qui est ne peut être séparé de ce qui est. Il ne se dispersera pas en tout lieu dans le monde. Il ne se réunira pas. Bon, je m'arrête là avant de dire la suite. Ça va? Ok. Ce qui est et ce qui n'est pas n'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là que j'ai besoin de reprendre ce que je vous disais tout à l'heure. L'absence de contradiction. Est-ce que vous êtes d'accord quand je dis que ce qui est et ce qui n'est pas, c'est logique? D'accord? Bon. Et que dire que ce qui n'est pas est, en quelque sorte, c'est pas logique. Ou que dire que ce qui est n'est pas, c'est pas logique. Et donc là, c'est la grande idée de Parménide quand il dit ce qui est et ce qui n'est pas, ça veut dire qu'il faut faire passer ce qui est logique avant ce que je vois. Parce que ce que je vois est rarement logique. Ce que je vois, ce sont des choses qui changent sans cesse et qui sont contradictoires. Je vois quelqu'un qui est parfois désagréable, parfois gentil. Mais alors il est quoi?
Je vois le temps qui est changeant. Je vois une nature instable. Je vois un fleuve qui coule sans cesse. Ok. En revanche, si je veux penser la réalité, il faut que j'utilise la logique. Il faut que je m'en tienne à ce qui est logique. Et que votre logique vous dise autre chose. Qui a raison? La logique. C'est étrange. Je vous donne l'exemple que donne Parménide, que donne toute l'école de Parménide. Il y en a d'autres qui fondent une école qu'on appelle, comme il était de Élée, la ville d'Élée, qu'on appelle cette école des Éléates. Par exemple, pour les Éléates, il est tout à fait logique de dire que le mouvement n'existe pas. Le mouvement n'existe pas. Par exemple, vous me voyez bouger, vous pensez que je bouge, qu'il y a du mouvement, mais en fait, ce que vous voyez n'existe pas. Et je vais vous le démontrer de manière logique. Et donc, vous aurez le choix entre ce que vous voyez, mes bras qui bougent, et ce que vous entendez, ma démonstration logique. Et bien, à ce moment-là, dit Parménide, il faut choisir la démonstration logique. Vous voyez ce qu'il dit? Quand il y a un décalage entre ce que je vois et ce que je pense, c'est la pensée qui compte, à condition qu'elle soit absente de contradiction, c'est-à-dire logique. Alors les arguments contre le mouvement, ils sont célèbres. Vous connaissez peut-être, il y a un débat célèbre où le disciple de Parménide, qui s'appelait Zénon, explique que le mouvement n'existe pas. Et dans l'assistance, il y a un philosophe facétieux qui dit « c'est bon, j'ai tout compris », et il se lève et il sort. Et il montre en marchant que le mouvement existe. Ok. Alors en fait, il n'a pas compris. Je ne réponds pas à un argument logique par un exemple physique. C'est ça la difficulté. Alors allons-y pour la démonstration de la non-existence du mouvement. Ce sont des raisonnements par l'absurde. 4 arguments, les fameux arguments de Zénon contre le mouvement, qu'on trouve, c'est Aristote qui les rapporte dans la physique. Premier argument, on appelle ça l'argument de la dichotomie, de la division. C'est un argument logique, écoutez-moi bien. Pour parcourir une distance, pour aller de A à B, il faut d'abord que je parcours la moitié de la distance. Vous êtes d'accord? C'est logique. Bien. Donc il faut, pour aller de A à B, que j'aille d'abord de A à C, la moitié. Mais maintenant, pour aller de A à C, il faut d'abord que je parcours la moitié de la distance. Vous êtes d'accord? C'est logique. Donc il faut d'abord que j'aille de A à D. Très bien. Et ainsi de suite. Pour aller de A à D, il faut que je parcours la moitié de la distance. Ce qui fait que finalement, je ne pourrai jamais rejoindre B. Jamais. Il y aura toujours une moitié de distance à parcourir avant de rejoindre l'autre. Ah ben donc, je ne bouge pas. Deuxième argument, plus connu, l'argument d'Achille, qui fait la course avec la tortue. Achille fait une course avec... Achille, le grand héros de la guerre de Troie, connu pour sa vitesse. Donc Achille, il fait la course avec la tortue, et il dit, bah, prends un peu d'avance. Et donc la tortue prend un peu d'avance, puis après Achille s'élance, et en fait, c'est comme le livre de la tortue, en fait, il ne rattrapera jamais la tortue. Pourquoi? Parce que pour rattraper la tortue, il doit aller jusqu'à la tortue qui est en B. Donc il doit aller de là où il est, A, jusqu'à la tortue, B. Mais pendant qu'il va de A à B, la tortue est passée à C. Donc quand il arrive à B, la tortue est à C. Donc Achille doit passer maintenant de B à C. Mais pendant qu'il va à C, la tortue passe en D. Et donc là, c'est l'inverse de l'argument précédent. Il va se rapprocher à l'infini de la tortue sans jamais la rabattre. Donc Achille ne bouge pas. Troisième argument, c'est l'argument de la flèche. La flèche, si je tire une flèche sur une cible, je peux, en quelque sorte, me représenter la flèche à un instant donné. À un instant très précis, la flèche sera en un lieu très précis. Vous êtes d'accord? Mais dans ce lieu très précis, à cet instant précis, elle est immobile. Et puis, à l'instant d'après, elle est dans un autre lieu. Mais dans ce lieu très précis, elle est immobile aussi. Et donc, en fait, le mouvement de la flèche, c'est une succession d'instants fixes. C'est presque du cinéma avant l'heure, j'ai envie de dire. Et donc, il est en train de dire, voilà, le mouvement, succession d'éléments fixes, c'est contradictoire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il montre qu'il n'y a pas logiquement, de manière de prouver le mouvement. Donc, logiquement, puisque le mouvement n'est pas logique, c'est que le mouvement n'existe pas. Ce qui est, ce qui n'est pas, ou, comme il le dit, c'est encore plus beau, au bas de la page 1, le penser et l'être sont une même chose. Donc si dans ma pensée, le mouvement n'existe pas, eh bien c'est que dans l'être, le mouvement n'existe pas. Okay. Bon. Étrange. Hein. Voyons la suite de ce premier moment.
la suite de ce premier mot, c'est une succession de caractéristiques de l'être. L'être est, ok, et qu'est-ce que je peux en dire? Alors, avant de dire la suite, je voudrais juste vous proposer ce petit raisonnement logique très simple, je suis sûr que vous allez comprendre. Vous êtes d'accord que l'être ne peut pas venir du non-être. Pourquoi? Parce que par définition, le non-être, ça n'est pas. Donc si l'être ne peut pas venir du non-être, l'être ne peut pas venir d'autre chose que lui. Et donc, ça veut dire que l'être est là de tout temps. De tout temps. Il n'y a pas un moment où il commence. Vous voyez? Bon, si vous avez compris ça, ça va vous aider pour la suite. Il m'est indifférent de commencer d'un côté ou de l'autre, car en tout cas, je reviendrai sur mes pas. Il faut dire et penser ce qui est, car il y a être. Il n'y a pas de non-être. Voilà ce que je t'ordonne de proclamer. Je te détourne de cette voie de recherche où les mortels qui ne savent rien s'égarent incertains. L'impuissance de leur pensée conduit leur esprit errant. Ils vont, sourds et aveugles, stupides et sans jugement. Ils croient qu'être et ne pas être est la même chose et n'est point la même chose. Et toujours leur chemin les ramène au même point. Jamais tu ne feras que ce qui n'est pas soi. Détourne donc ta pensée de cette voie de recherche, que l'habitude n'entraîne pas sur ce chemin battu, ton œil sans but, ton oreille assourdie. Ta langue juge par la raison de l'irréfutable condamnation que je prononce. La condamnation des sens ici, d'accord? Et juge par la raison. Il n'est plus qu'une voie pour le discours, c'est que l'être soit. Par là sont des preuves nombreuses qu'il est inengendré, impérissable, universel, unique, immobile, sans fin. Il n'a pas été et ne sera pas. Il est maintenant tout entier, un, continu, car quelle origine me chercheras-tu? D'où et dans quel sens aura-t-il grandi? De ce qui n'est pas, je ne te permets ni de dire, ni de le penser, car c'est inexprimable, inintelligible, que ce qui est ne soit pas. Quelle nécessité d'être obligé plus tôt ou plus tard à naître en commençant de rien. Vous avez vu ce qu'il dit, c'est inexprimable, inintelligible. Donc ça ne peut pas être. D'où voulez-vous que l'être vienne d'autre chose que de lui-même? Donc il est inengendré, éternel, immobile, il ne peut pas bouger. S'il bouge, c'est qu'il change. S'il change, c'est qu'étant une chose, il devient une autre chose. Mais si étant être, il doit devenir autre chose. C'est quoi l'autre chose à part être? Donc il ne change pas. Il est sans fin. Et ainsi de suite. Ainsi, ni la Genèse, ni la destruction ne lui sont permises par la justice. Elle ne relâchera pas les liens où elle le tient. Là-dessus, le jugement réside en ceci. Il est ou n'est pas, mais il a été décidé qu'il fallait abandonner l'une des routes, incompréhensible, sans nom, comme sans vérité, prendre l'autre, que l'être est véritablement. Mais comment ce qui est pourrait-il être plus tard? Comment aurait-il pu devenir? S'il est devenu, il n'est pas plus que s'il doit être un jour. Ainsi disparaissent la Genèse et la mort inexplicable. C'est très très beau ça. Si vous voulez, il est en train de nous dire, il y a un chemin à prendre, c'est celui-là. Et ainsi la Genèse et la mort disparaîtront. Ben oui, la mort c'est inexplicable. C'est très dur de comprendre qu'il faut mourir. Eh bien, il faut prendre l'autre chemin. Bien sûr qu'il n'y a pas d'explication. Il n'est pas non plus divisé, car il est partout semblable, nulle part, rien ne fait obstacle à sa continuité, soit plus, soit moins, tout est plein de l'être. Tout est donc continu, et ce qui est touche à ce qui est. Mais il est immobile dans les bornes des liens inéluctables, sans commencement, sans fin, puisque la Genèse et la destruction ont été bannis au loin, chassés par la certitude de la vérité. Il est le même, restant en même état, subsistant par lui-même. Tel il reste, invariablement. La puissante nécessité le retient et l'enserre dans les bornes de ses liens. Il faut donc que ce qui est ne soit pas illimité, car rien ne lui manque, et alors tout lui manquerait. C'est une même chose, le penser et ce dont est la pensée. Vous avez vu cet effet de retour de l'idée, de leitmotiv? Un peu comme on appelle ça, une rime qui revient en fait, à chaque fois. C'est de la poésie, ça. On est dans la poésie totale. Alors, c'est encore plus beau à la fin, car en dehors de l'être, en quoi il est énoncé, tu ne trouveras pas le penser, rien n'est ni ne sera d'autre, outre ce qui est, la destinée l'a enchaîné pour être universel et immobile, son nom est tout. On dirait du Victor Hugo. Hein? Vous avez vu ça, la solennité.
tout ce que les mortels croient en vérité et qu'ils font, naître et périr, être et ne pas être, et là on dirait du Shakespeare. Hein? Changer de lieu, muet de couleur, mais puisqu'il est parfait, sous une limite extrême, il ressemble à la masse d'une sphère arrondie de tous côtés, également distante de son centre en tout point. Et là, l'image est magnifique. Une masse arrondie, donc une sphère parfaite, également distante de son centre en tout point. Ça, c'est une image poétique. Et il n'y a que la poésie qui nous permet de comprendre l'être. Il faut en passer par là. Alors, évidemment, c'est pas simple. Et bizarrement pour nous, c'est une poésie logique. C'est l'exigence de logique qui se transforme en langage poétique, ici. Donc voilà pour cette deuxième partie. Il y a une énigme maintenant. Pourquoi le poème ne s'arrête pas là? Pourquoi il y a cette présentation de la deuxième voix? Et c'est ce qu'on va dire maintenant, à la fin du poème. La deuxième voix, la voix de l'opinion. Opinion en grec, doxa. Et là, vous allez voir que, qu'est-ce qui se passe? Après avoir expliqué la voie qu'on doit prendre et comment on doit réfléchir dans cette voie, il va expliquer comment pensent les gens ordinaires dans la vie de tous les jours. Et vous savez comment pensent les gens ordinaires dans la vie de tous les jours? Ils pensent que le non-être est et que l'être n'est pas. Ils ne pensent pas de manière logique. Mais parce que dans le monde des sens, on ne peut pas penser de manière logique. Je vous lis le début de la voie de l'opinion. Je suis au vers 50. J'arrête ici le discours certain, ce qui se pense selon la vérité. Apprends maintenant les opinions humaines. D'écoute le décevant arrangement de mes vers. Ça va être décevant. On a constitué pour la connaissance deux formes sous deux noms, c'est une de trop, c'est en cela que consiste l'erreur. Donc la voie de l'opinion, c'est l'erreur. On a séparé et opposé les corps, posé les limites qui les bornent réciproquement. D'une part, le feu, éthérien, la flamme bienfaisante, subtile, légère, partout identique à elle-même, mais différente de la seconde forme. D'autre part, celle-ci, opposée à la première, nuit obscure, corps dense et lourd. Je vais t'en exposer tout l'arrangement selon la vraisemblance. Et je souligne pour vous ici, vraisemblance. Dans le monde des sens, entre le vrai et le faux, il y a un troisième état, qui est en fait immense. Ce qui ressemble au vrai, le vraisemblable. Et c'est là que nous sommes quand nous sommes dans l'opinion. Et c'est le monde dans lequel nous sommes là actuellement. Là, nous sommes dans le monde du vraisemblable. Mais dans ce monde du vraisemblable, tout est mélangé. Tout est mélangé, je vous lis la suite. Mais puisque tout a été nommé lumière ou nuit et que suivant leur puissance, tout se rapporte à l'une ou à l'autre, comme il y a une petite faute de frappe, c'est pas l'autre, c'est l'autre, l'univers est à la fois rempli par la lumière et par la nuit obscure. Elles sont égales et rien n'est en dehors d'elles. Je souligne, l'univers est à la fois rempli par la lumière et par la nuit. Ça veut dire, et là on atteint un niveau de vérité métaphysique très fort, dans notre monde à nous, rien n'est absolu, rien n'est absolument bon, rien n'est absolument mauvais. Rien n'est absolument beau, rien n'est absolument laid, rien n'est absolument vrai, rien n'est absolument faux. Vous voyez ce que je veux dire? Rien n'est absolument beau, rien n'est absolument mauvais. Ça veut dire, prenez n'importe quel fait, même le fait le plus triste, le plus dramatique dans notre monde, il ne peut pas être absolument mauvais. Dans cette deuxième voie, vous avez compris que ce qui se joue, c'est pas l'absolu, c'est le relatif. Dans cette deuxième voie, si je ne suis pas à la voie de la logique, je vais devoir comprendre le monde de manière relative. Et on me dira, mais j'ai été floué, j'ai été bafoué, on m'a trahi, on m'a menti, c'est injuste. Et Parménide nous dit, si tu veux savoir si c'est absolument injuste, il ne faut pas partir de ce que tu as vu, il faut te poser une question tout simple. Qu'est-ce que le juste? Pas partir de ce que tu as vécu. Si tu pars de ce que tu as vécu, ce que tu as vécu n'est pas absolument injuste. Il est injuste, et d'un autre côté, ça peut être compréhensible comme juste. Vous voyez ce qu'il dit là? Il est en train de dire, si on veut comprendre les choses de manière absolue, il ne faut pas se poser la question du cas particulier, il faut se poser la question de la justice en général. Et donc, il va nous proposer une recréation du monde où tout est mélangé.
Notre monde, c'est le résultat d'un mélange des 4 éléments. Et c'est un mélange de l'idée de justice et d'injustice, de bonheur et de malheur, de bien et de mal, de beau et de laid. C'est ça notre monde des sens. Tu sauras la nature de l'éther, et dans l'éther, tous les signes du soleil arrondis. La pure lumière, ses effets cachés, d'où ils proviennent. Tu apprendras les œuvres vagabondes de la lune circulaire. Sa nature, tu connaîtras enfin le ciel étendu tout autour, tu sauras d'où il s'est formé, comment la nécessité qui le mène l'a enchaîné pour servir de borne aux astres, comment la terre, le soleil et la lune, l'éther commun, le lait du ciel, le limbe, le plus reculé et les astres brûlants ont commencé à se former. Là, il fait de la physique. C'est le Parménide physicien. Il est en train de dire, on peut être physicien si on choisit l'autre voie. Mais c'est très beau ce qui va se passer. Moi, quand je lis cette description, c'est de la poésie. C'est presque une évocation poétique de la création du monde. Les plus étroites couronnes sont remplies de feu sans mélange, les suivantes le sont de nuit, puis revient le tour de la flamme, au milieu de toutes est la divinité qui gouverne toutes choses, elle préside en tout lieu à l'union des sexes et au douloureux enfantement. C'est elle qui pousse la femelle vers le mâle, et tout aussi bien le mâle vers la femelle. Donc, ce qui compte dans notre monde sensible, c'est les contraires. Elle a conçu l'amour, le premier de tous les dieux. Amour ici traduit le terme grec éros. Bien sûr, c'est ça qui rapproche les gens qui sont différents. Brillant pendant la nuit, elle roule autour de la terre, sa lueur étrangère, regardant toujours vers la splendeur du soleil. La terre enracinée dans l'eau, vous voyez, c'est toujours les contraires qui sont reliés. Tel est soit d'une façon, soit de l'autre, le mélange. Vous pouvez souligner mélange ici, qui forme le corps et les membres, telle se présente la pensée chez les hommes, c'est une même chose que l'intelligence et que la nature du corps des hommes, en tout et pour tout, ce qui prédomine fait la pensée. Ce qui prédomine fait la pensée, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien n'est absolument juste, rien n'est absolument injuste, mais quand je dirais que quelque chose est juste, c'est que prédomine dans cette chose de la justice. Et il y a de l'injustice aussi, mais un peu moins. C'est un rappel pour moi, ça? Non. À droite les garçons, à gauche les filles. Alors, ce fragment-là, on l'a trouvé chez Galien. Galien, c'est un des pères de la médecine. Et donc, les commentateurs se sont aperçus qu'à l'époque de Galien, en fait, il y avait une théorie sur comment les bébés se développent, le fœtus se développe dans le ventre de la mère, dans l'utérus. Et l'idée, c'était que les garçons, en fait, résultent du fait que l'embryon s'est greffé plutôt à droite de l'utérus, et les femmes, c'est le développement de l'embryon quand il se greffe plutôt à gauche. Voilà. Il n'y a pas de politique là-dessous, hein, bien sûr. Hein, voilà. C'est ainsi que, selon l'opinion, ces choses se sont formées, qu'elles sont maintenant et que plus tard elles cesseront, n'étant plus entretenues, à chacune d'elles, les hommes ont imposé le nom qui la distingue. Fin de la deuxième voie. Et fin du poème. Ça s'arrête là. On ne sait pas s'il y avait d'autres choses. Peut-être qu'il y avait d'autres choses, mais nous sommes laissés en suspension à la fin de ce poème. Et j'ai envie de dire que la suspension, c'est en quelque sorte la plus belle des fins possibles pour ce poème, car il s'agit de choisir. Alors bien sûr, on nous incline fortement à choisir la voie de la vérité, mais il y a la voie de l'opinion. Et dans la voie de l'opinion, il y a tous les physiciens. Ok. Un petit mot pour conclure, il faut que je jette un œil à l'heure. Pourquoi, c'est ma dernière partie, pourquoi, après Parménide, on n'a pas fait de la poésie? Pourquoi la forme poétique ne s'est pas imposée en philosophie? Ben c'est simple, c'est à cause de Platon. C'est à cause de Platon, alors ça fait une assez bonne excuse quand même. Hein. Si vous dites à quelqu'un, tu as fait ton devoir de philo, non, c'est à cause de Platon, monsieur. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais après lui, il y a un petit problème. Oui, il y a En fait, que va faire Platon? Platon va se rendre compte qu'il a besoin de rejeter et critiquer ce que dit Parménide. Il va devoir s'opposer à la grande idée de Parménide que ce qui est et ce qui n'est pas n'est pas. Il va devoir, il le dit comme ça lui-même, tuer symboliquement son père philosophique. Il parle d'un parricide. Et donc il fait dire à un de ses personnages, je dois faire une sorte de parricide pour vous parler de ce dont je veux vous parler. Je dois accepter qu'il y a une manière, pour ce qui n'est pas, d'être quand même. Il y a des choses qui ne sont pas ce qu'elles sont. On va dire, mais c'est pas logique. Mais si, en fait. Il y en a beaucoup des choses comme ça. Et c'est ça que réalise Platon.
Par exemple, je donne un exemple. L'image d'un verre. L'image d'un verre, c'est à la fois un verre et pas un verre. C'est quoi l'image d'un verre? C'est quelque chose entre ce qui est et ce qui n'est pas. Et donc Platon se dit, en fait, pour comprendre l'illusion, pour comprendre l'apparence, pour comprendre tous les mécanismes de tromperie, il faut reconnaître qu'il y a de l'être dans le non-être. Alors ça, si Parménide était vivant, ce serait impossible à entendre. Il doit se retourner dans sa tombe en entendant ça. Pourquoi Platon dit ça? Il dit ça dans un dialogue très important, dans un livre très important qui s'appelle Le Sophiste. Le Sophiste. Souvenez-vous, je vous ai dit, Parménide, il cherche à se distinguer des sophistes. Et dans le dialogue Le Sophiste, il cherche à saisir le sophiste. C'est quoi un sophiste? Ils essayent de le définir et ils n'y arrivent pas. 1 fois, 2 fois, 6 fois, ils tentent de saisir la définition du sophiste et le sophiste leur échappe. Et ils disent, mais c'est incroyable, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à saisir le sophiste? Et ils disent, mais en fait, le sophiste ressemble au philosophe comme le loup ressemble au chien. Il n'est pas ce qu'il semble être. Et donc, il y a un être, du non-être, pour saisir le sophiste. Donc la grande idée de Platon, c'est qu'il faut accepter en quelque sorte de rejeter l'absolu de Parménide, ce qui est et ce qui n'est pas. Si je reste sur cette position-là, si je reste sur cette quête d'absolu, moi ce que je veux savoir c'est ce qu'est le juste en soi, uniquement par la logique et sans contradiction, je ne pourrai pas comprendre ce qui se passe quand le sophiste parle. Et qu'est-ce qui se passe? Il est en train de prendre du pouvoir sur moi. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, dans mon discours philosophique, pour échapper au pouvoir du sophiste, faire un peu comme le sophiste. C'est-à-dire accepter une part de relativité. Je vais devoir accepter de faire du langage à la fois une quête d'absolu et une prise en compte des contradictions du monde sensible, en fait. Les choses sont toujours mélangées, bien sûr. Et donc, dans un cas particulier, on m'a lésé, c'est injuste, mais il faut, du cas particulier, relier l'absolu. Et donc, il faut rejeter Parménide. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Pour prendre en compte à la fois ce que dit Parménide et la relativité du monde sensible, il va falloir inventer un autre type de dialogue, il va falloir inventer un autre type de discours qui n'est pas poétique. Et Platon va initier en quelque sorte la philosophie. Et donc je dirais que ce texte que nous avons lu de Parménide, ce n'est pas le premier texte de philosophie, c'est le texte qui nous mène au seuil de la philosophie. C'est le seuil de la philosophie, ce texte. Après, il y aura un pas à faire. Et peut-être ce sera Platon. C'est pas mal si c'est Platon. C'est pas mal du tout. Mais pour nous mener au seuil de la philosophie, vous allez repartir avec ce texte. Chaque fois que vous le lisez, ça fera le même effet. Ce texte, il vous portera au seuil de la philosophie. Pas plus. Mais en fait, c'est déjà immense. Quand je préparais cette conférence, je suis tombé sur un très joli texte de Roland Barthes. Dans le degré zéro de l'écriture, c'est un petit livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une écriture poétique ?» Et Roland Barthes dit il y a 2 manières de faire de la poésie. Il y a une manière où on prend une phrase et on lui ajoute du décor, des choses assez jolies, des rimes, des vers, et donc on ajoute de l'ornementation. Première manière de faire de la poésie. Deuxième manière, on renonce à l'ornement et on prend un mot juste pour sa sonorité, en fait, indépendamment de son sens partagé. Et on essaye d'agencer les choses pour que ça fasse quelque chose de très personnel, pour traduire notre expérience la plus intime. Mais l'inconvénient de cette deuxième manière de faire de la poésie, c'est que ça fait une poésie sans hérédité, dit Barthes. C'est-à-dire que personne d'autre que moi ne peut la comprendre. Elle est presque incommunicable, quoi. Donc soit je décris mon expérience intime personnelle, et ça va être difficile de la communiquer, soit je communique une idée commune en la décorant et je transforme la poésie en simple ornementation. Ornement ou isolement? On a le choix. Est-ce qu'il y a une troisième voie? Ben oui, la voie de Parménide. Le poème de Parménide, c'est une poésie qui n'est ni de l'ornement, ni de l'isolement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.